Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon deuxième épisode de la saison 3 de Tout peut changer. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de l'aide que j'ai obtenue suite à ma relation avec le père de mon enfant. Avant de débuter, je vais t'inviter à aller écouter mes 2 premières saisons, si jamais ce n'est pas déjà fait, afin de comprendre un peu plus comment que j'ai survécu à la maltraitance que j'ai vécue avec le père de mon enfant et où toute ma vie d'enfance timide qui s'est fait dicter quoi faire jour après jour durant toute mon enfance, durant toute mon adolescence. Alors aujourd'hui, saison 3, épisode 2, je viens vous partager l'aide que j'ai obtenue. Sache que l'aide est autour de toi. Il reste qu'à toi maintenant de la trouver et aller la chercher. Et comme que tu écoutes cet épisode, tu pourras trouver ton aide plus vite que moi, j'ai été la chercher. Parce que moi, comme on dit, j'ai déjà marché la route avant toi. Et que je sais, on pourrait dire que je sais un peu par où une victime doit passer. Pas doit, mais une victime va passer après une rupture de violence conjugale. Et il y a une certaine aide qu'on peut aller chercher. Elle est là. Et peut-être que tu n'es pas au courant. Et c'est pour ça que je vais venir en parler un peu plus aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans l'entourage d'une personne qui est victime de violence conjugale, ça va pouvoir aussi vous aider, ça va pouvoir vous éclairer vers où la personne peut aller se tourner de façon sécuritaire. Il faut toujours penser à la sécurité de la victime. Fait qu'avant toute chose, j'aimerais ça te dire un petit secret. Oui, c'est vrai, j'ai été chercher de l'aide pour moi. Mais au début, c'était pour faire plaisir aux autres. J'en ai un peu parlé dans l'épisode précédent. Comme que le directeur de la protection de la jeunesse, il me suivait à la loupe. Je devais marcher les fesses bien droites, comme on dit par chez nous. Les fesses serrées. L'intervenante m'avait parlé de plusieurs endroits où je pouvais aller cogner à la porte pour chercher de l'aide professionnelle. Parce que oui, j'avais besoin de l'aide professionnelle. Je ne pouvais pas m'en sortir seule. On commence avec l'Ombrelle, qui est un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Dans ces centres-là, on peut rester parce que c'est un refuge d'urgence, dans le fond. Fait que c'est pour celles qui en ont vraiment besoin d'une aide immédiate, puis qui ont besoin d'un toit pour rester parce qu'elles doivent sortir très vite de leur relation toxique. Ils ont des chambres expressément pour ces dames-là qui auraient besoin de ce type de refuge d'urgence. Fait que
durant le séjour, les victimes de la violence conjugale, ils ont des petits devoirs à faire, si je peux dire ça comme ça. Il faut qu'ils aillent parler avec les intervenantes qui sont sur place. Ils vont réapprendre là, à faire des activités de tous les jours, dans le fond. Hein, que ce soit ne serait-ce que de faire la vaisselle ou de faire leur repas. C'est ça, ils vont commencer tranquillement comme ça à se rebâtir une nouvelle vie parce que le conjoint violent va les avoir tellement démolis qu'elle ne saura peut-être pas par où commencer. Puis le fait de réapprendre tout ça, même si on le savait déjà avant d'être avec eux. Ça a l'air peut-être drôle de dire comme ça, là, mais comprenez-moi, là, quand on est victime de la violence conjugale, le conjoint violent, là, il nous maltraite tellement, il nous rabaisse tellement qu'on pense qu'on est des moins que rien, qu'on est bon à rien, puis qu'on ne sait plus rien faire. Pendant tout ce temps-là, il nous a démolis. Je l'ai toujours dit, j'ai été chanceuse dans ma malchance, j'ai été 2 ans avec lui, 2 ans à m'en remettre, puis j'ai été capable de reprendre sur moi. Puis j'ai été chanceuse, j'ai eu du soutien autour de moi. Puis il y en a qui n'ont peut-être pas nécessairement cette chance-là d'avoir des gens autour d'eux. Donc, on a ces centres-là pour femmes victimes de violences conjugales qui sont là, leurs portes sont ouvertes. C'est anonyme, donc la victime va là et elle n'a pas de crainte à avoir que son conjoint violent va aller la retrouver là-bas. Advenant que ce serait le cas, que le conjoint violent la retrouve. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, et puis son ex l'a retrouvé. OK? Il l'a retrouvé à cette place-là, à cette maison-là. Fait qu'ils l'ont amené dans une autre maison d'hébergement dans une autre ville. Fait que ça l'a... fait qu'ils ont eu fait que là, rendu à l'autre ville, là, il l'a pas retrouvé. Puis de toute façon, il ne pouvait pas la retrouver parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de permis de conduire. Fait que c'est ça, fait qu'il ne pouvait pas aller la suivre jusqu'à Valleyfield. Elle était à Libero, puis les villes sont quand même assez loin. C'est à peu près une demi-heure de route, une de l'autre. Fait qu'il ne pouvait pas, à moins d'avoir quelqu'un qui l'amène à Valleyfield, il ne pouvait pas se déplacer à l'époque. Fait que là, elle était rendue en sécurité là-bas. Fait que c'est le genre de choses que les centres d'hébergement y offrent pour les victimes de violences conjugales. Puis durant leur séjour, comme que je disais, durant leur séjour pendant qui sont hébergés, ça varie d'un cas à l'autre, là. Mais durant le séjour, c'est ça, comme je disais, ils vont aller... faut qu'ils aillent voir les intervenantes. C'est comme un de leurs devoirs à faire pendant qu'ils sont là-bas. Ils vont aller voir les intervenantes pour pouvoir discuter, un peu comme moi je faisais quand j'allais voir mon intervenante à l'ombrelle. Je regardais avec elle, j'avais des devoirs à faire. Je revenais pour me rendre compte la semaine d'après, puis j'avais... je montrais ce que j'avais fait comme avancement. Donc, eux, sur place, c'est la même chose. Ils ont leurs choses à faire. Ils ont les tâches ménagères à faire. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Ils ont les tâches ménagères à faire parce que le conjoint violent, il nous a tellement détruits que là, on pense qu'on est rendu bon à rien et qu'on n'est plus capable de rien faire. Fait, comme que je disais, ça peut avoir l'air bizarre de réapprendre à faire certaines tâches ménagères, mais il nous a tellement démunis, il nous a tellement mis à son épreuve, il nous a tellement... C'est tellement rangé pour qu'on soit soumise à lui que quand on s'en va de cette relation-là, on n'a plus de point de repère, on est comme désorienté, puis on ne sait pas trop où qu'on s'en va. Fait que c'est tout ça que pendant leur séjour, les victimes vont réapprendre à se réapproprier son pouvoir. Et c'est tout fait là, de façon très, très, comment je pourrais dire, là, avec amour puis bienveillance, tout ça. Donc,
Ils vont pouvoir même retrouver un peu de paix, d'amour et d'harmonie dans cet endroit-là. Surtout de la paix parce que le conjoint violent nous a tellement maltraités que notre paix intérieure est plus ben là. On est plus stressé que d'autres choses. Donc, le fait d'être dans un endroit plus posé, plus calme, ça vient nous aider comme victimes à se recentrer sur notre moi intérieur. Puis aussi, très important, quand que les victimes sont là sur place, puis même, ils appelaient ça interne, celle qui reste à coucher là, externe comme moi qui allait chercher les ressources des intervenantes, mais je ne restais pas sur place. Donc, on réapprend à reprendre notre pouvoir sur nos vies. Puis ça, c'est fait un jour à la fois, hein, parce que si on fait ça un jour à la fois, pas à la fois, ça peut être long avant d'y arriver, mais on y arrive. Hein, on y arrive, il ne faut pas oublier, là, on y arrive, mais c'est long. Il faut être patiente, comme que je dis souvent. Pour ma part, ça, comme je viens de dire, j'y allais une fois par semaine pour rencontrer l'intervenante. Elle m'a vraiment aidée, comme j'avais parlé dans le premier épisode, à mieux comprendre la violence conjugale. Hein, surtout à accepter que j'étais une victime de la violence conjugale. Hein, dans le premier épisode de la saison 3, là, que je veux dire, que c'est là-dedans que j'en ai parlé un petit peu plus. Puis, parce que moi, là, dans ma tête, là, j'étais loin d'être une victime de la violence conjugale, là. Ah ben non, j'étais vraiment pas ça, là. Hein, tout, mais pas ça. Ben au contraire. J'avais mérité chacun des coups. Puis il me l'avait dit, hein. Il me l'avait dit même à plusieurs reprises que je méritais les coups. Puis il m'avait même dit, si tu n'avais pas agi d'une telle manière, ben, je t'aurais pas frappé. Ça, là, c'est une phrase que des années plus tard, ça continue de résonner dans ma mémoire. Je l'ai souvent dit. J'aurais préféré avoir un troisième œil au beurre noir plutôt que de me faire dire des choses comme ça qui restent dans notre tête. C'est de la maltraitance psychologique. C'est de la violence psychologique. C'est de la violence verbale. Ça, c'est long à se remettre de ça. Puis aussi, parce qu'étant donné, comme que je disais, que j'avais la DPJ dans mon dossier, je me disais que si j'allais leur parler aux intervenantes au centre d'aide là, pour les femmes victimes de violences conjugales, tu sais, si j'allais là, leur parler, peut-être qu'un jour, la DPJ, elle va arrêter de me suivre, elle va finir par me laisser tranquille. Oh mon Dieu, je me suis dit ça souvent. Fait que comme un robot, je faisais tout ce qu'on me disait, ou presque. Je dis un robot, là, parce que je sentais que j'avançais vraiment, là, à tâtons, là, comme on dit, là, tu sais. Vraiment, là, j'avançais comme un robot, là, tu sais, j'étais à la limite, là, on faisait aller les ficelles comme une marionnette, là. Puis que j'étais guidée par quelque chose d'autre, là. Puis c'était pas ma conscience, là, par laquelle j'étais j'étais guidée carrément par une autre affaire, là. C'était plus moi, là. Je sentais pas que c'était moi qui avais le contrôle sur moi. Puis un jour, j'ai rencontré une intervenante là, du directeur de la protection de la jeunesse. Là, puis on m'a demandé, je me rappelle encore, on m'a demandé, est-ce que tu parles encore avec le père de ton enfant? Ah, moi, je me dis, c'est pas de ses affaires. Fait que j'ai répondu non. Ben, c'était un mensonge parce que j'écrivais des lettres. Mais je me suis dit, pas de ses affaires à elle. Fait que je veux pas...
c'est non. À ma rencontre qui a suivi, oh mon Dieu, l'intervenante, elle me dit que j'y avais menti, puis que elle avait parlé avec mes parents, puis mes parents lui ont dit que je gardais encore contact avec lui. Hey, je peux-tu vous dire que j'étais fâchée puis en colère envers mes parents? Seigneur! Puis là, je me suis tellement sentie trahie, là, mais vraiment, là, et c'est le mot est faible, là, rien de moins. Pourquoi sont allés dire ça que je me suis dit dans ma tête? My God, que je leur en ai voulu. Par après, j'ai compris quand même assez vite que si je coupais tous les contacts avec le père de mon enfant, qu'il sortirait de ma vie, la DPJ. Oh mon Dieu! En fait, on me l'a carrément dit. Si tu vas chercher la garde légale de ton enfant, on sort du dossier. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Hey, j'ai été trouver une avocate parce que je n'avais pas. Fait que là, je fouille dans le bottin téléphonique, là, puis je me cherchais une avocate pour aller me chercher la garde légale. J'avais même, à l'époque, demandé un test de capacité parentale. Un peu innocente, la fille, à l'époque. Je savais pas. Hey, celle-là est pas pire. Je savais pas, j'étais loin de me douter que moi aussi, il fallait que je le passe. Ce test de capacité parentale-là. Moi, là, je pensais juste à lui pour lui faire faire. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je l'ai fait faire, puis j'étais contente de le faire faire. Parce que moi, j'arrêtais pas de dire que le père, il n'était pas apte, que le père était de telle manière et tout ça, et que je lui faisais pas confiance. Puis là, j'amenais des faits, mais on ne me prenait pas au sérieux. Et le fait de faire ce test de capacité parentale-là, ça m'avait un peu frustrée au départ parce que je me suis dit, tabarouette, ce que le psychologue conclut, c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde depuis le début. Il n'y a personne qui me croit. Mais là, parce que le psychologue vient mettre des mots sur ce que je viens de dire et il valide dans le fond ce que je disais, ah là, on me prenait au sérieux, là. Mais, sur le coup, je n'étais pas contente parce que je me suis dit, tabarouette, on me prend pas au sérieux. Vraiment, c'est vraiment poche. Puis j'avais vraiment pas aimé ça. Mais après ça, je me suis dit, tu sais, d'un autre côté, il est venu valider et consolider ce que je disais. C'était vraiment... En tout cas, après ça, j'ai été contente. Après ça, j'étais contente parce que je me suis dit, j'étais pas folle. Tu sais, quand que je pensais d'une telle manière par rapport à lui, mais j'avais raison. Fait que quand la poussière elle a retombé, je me suis dit, Colin, finalement, je n'étais pas si dans le champ que ça. Tu sais, quand j'avais, comme on dit en bon québécois, comme je l'avais saisi, j'avais vraiment vu, je l'avais vraiment bien lu, cette personne-là. Et puis, un psychologue venait confirmer ce que je pensais. Fait que, une fois que j'ai obtenu ma garde légale, la DPJ, elle s'est tout de suite sortie de mon dossier, elle a sorti de ma vie. J'étais bien heureuse de ça. J'étais bien contente. J'étais comme « Alléluia! » Ah, mon Dieu, j'étais contente. Fait que là, si je continue avec ce que je suis allée chercher comme aide, je suis allée au CLSC pour parler avec une travailleuse sociale. Parce que quand j'allais rencontrer mon intervenante à l'Ombrelle, le Centre pour femmes victimes de violences conjugales, on prenait tellement de temps à passer sur
c'est quoi la violence conjugale et tout ça, qu'on n'avait pas le temps de voir l'autre aspect de ma vie, mon bien-être au jour le jour, comment que moi, au jour le jour, je vais. Donc, avec l'intervenante du CLSC, c'est ça que j'ai fait. J'ai été chercher ce soutien-là. C'est pas quelque chose qui est obligatoire à faire, mais je te le suggère très fortement. Si tu peux le faire, aller voir l'intervenante au Centre pour femmes victimes de violences conjugales, plus une intervenante au CLSC, une travailleuse sociale pour voir comment que toi tu vas à tous les jours. Je le considère très fortement. Ça l'aide vraiment beaucoup. Moi, ça m'a aidé dans mon cheminement. Ça m'a aidé à me remettre sur pied peut-être un petit peu plus vite que si j'avais juste fait un à la fois, par exemple. Je pourrais pas te dire combien de temps que j'ai vu la fille au CLSC, mais en tout cas, j'ai dû prendre, parce qu'au CLSC, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il te donne un certain nombre de semaines. Ça peut être à peu près une dizaine de semaines, là, 10 ou 12 semaines. Je sais que je les avais toutes prises, là. J'avais vraiment été au bout de ce qu'ils donnaient. Donc, c'est ça que j'avais fait et ça m'avait vraiment grandement aidé. Donc, tu as dû comprendre que j'allais, pendant un certain temps, j'allais voir quelqu'un pour m'aider 2 fois par semaine. J'avais des rencontres. Puis, entre toi et moi, là, c'était vraiment pas trop. Même que des fois, j'avais hâte, que ce soit une ou l'autre, là, j'avais des fois vraiment hâte d'y aller. Puis des fois, il était vraiment en temps que j'y aille, que j'aille pour mes rencontres. C'était comme pour mon mental, là, c'était comme vraiment important. Je vous ai parlé beaucoup de mon suivi après avec l'ombrelle, avec les intervenantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué de leur parler après mon 21 semaines là, que j'ai été avec l'atelier. J'ai tout de même continué de leur parler. Là, pendant plusieurs semaines, je pense que je leur parlais encore quasi, pas à tous les jours, mais au moins une fois par semaine, si c'était pas à tous les jours. C'était fou, là. Je leur parlais souvent. C'était rendu qu'ils reconnaissaient ma voix là, quand je les appelais. Ils savaient que c'était moi. Puis moi, je reconnaissais leur voix. C'était au point que pour dire à quel point que je leur parlais. J'ai aussi été faire un tour au Centre des femmes La Colombe, qui est un centre de femmes de jour. On y fait plusieurs activités là-bas. C'est un endroit, c'est un lieu où est-ce que on va, surtout pour briser l'isolement. Puis faire des nouvelles amies, faire des nouvelles connaissances. Puis ils nous offrent plusieurs ateliers, que ce soit des ateliers d'art-thérapie, des ateliers de toutes sortes pour, dans le fond, connecter avec des nouvelles personnes. Et puis, nous, à tous les mardis midi, on avait une soupe. Il y avait quelqu'un, une bénévole, faisait la soupe pour tout le monde. Et puis, on mangeait le mardi midi, on mangeait tout ensemble. Et l'après-midi, on avait un café rencontre et on discutait de choses et d'autres. Des fois, il y avait des ateliers, comme je viens de dire, d'art-thérapie. Et d'autres fois, il y avait des cours d'acrylique. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à faire de la peinture à l'acrylique. Donc, plusieurs activités. Il faudrait juste regarder dans votre région, c'est quoi le centre de femmes qui est dans votre région et voir c'est quoi les activités qu'on offre là-bas. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ce qui pourrait être offert. Surtout pour briser l'isolement, parce que quand on est une victime de violence conjugale, comme que je disais plus tôt, on a été isolés, on a été mis à l'écart de nos familles, de nos amis. Puis des fois, malheureusement, on peut avoir tout perdu. Des fois, les amis peuvent avoir tout simplement disparu de nos vies.
Là, on se retrouve, on n'a plus rien, on n'a plus de repères. On se sent toute seule au monde et c'est cas de le dire. Et puis, aller dans une place comme ça pour renouer des nouvelles connaissances, c'est vraiment super. Comme je disais, moi, je suis arrivée dans le Nord, la seule personne que je connaissais, c'était mon père. Et d'aller là, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à élargir mon cercle d'amis. Et il y en a quelques-unes là-dedans qui sont encore mes amis aujourd'hui, même 15 ans plus tard. Aussi, je vous invite à regarder, si vous êtes monoparental, de regarder dans je ne sais pas s'il y en a dans différentes villes ou dans les différentes régions peut-être. Moi, il y avait un organisme dans les Laurentides, ça s'appelait Parents uniques des Laurentides. C'était un organisme qui vient en aide aux familles monoparentales. Encore une fois, beaucoup d'activités. Je faisais surtout de la cuisine collective avec eux. On avait des sorties à la cabane à sucre en famille. On avait des campings durant l'été, des campings familiales. Et puis, on allait là durant l'été, aussi durant la semaine de la relâche. Puis, à Noël, on nous donnait un cadeau pour nos enfants. Notre carte d'adhésion, elle coûtait 25 $ pour l'année. Et à Noël, ils nous remettaient ça avec le cadeau de Noël. Avec le Père Noël, avec les enfants, c'était vraiment génial, c'est vraiment le fun. Je vous suggère d'aller voir ça aussi pour les familles qui sont monoparentales. C'est vraiment génial, c'est vraiment des beaux organismes qu'il y a dans votre communauté et que ça vous permet de briser cet isolement-là. Et puis, je sais qu'avec parents uniques, non, c'était la Maison de la famille du Nord aussi qui avait, que c'est vraiment une autre belle place pour, encore là, c'est pas nécessairement des familles monoparentales, mais quand même, vous allez voir d'autres mamans avec des enfants qui probablement l'âge de vos enfants et ça va être une autre façon de rencontrer d'autres personnes. Encore là, il y avait de la cuisine collective et il y avait des ateliers. Et il y avait des ateliers pour comme un peu pour aider dans comment gérer un enfant à 2-3 ans, mettons. Puis des choses comme ça, des ateliers comme ça, c'était vraiment génial. C'était vraiment c'est vraiment des beaux organismes qui sont là, comme je disais, qui existent dans votre communauté. C'est d'aller les chercher, c'est d'aller les retrouver. Je vous dirais d'y aller très tôt dans votre processus de reconstruction. Ça va vous aider de socialiser. Ça ne sera pas évident au début parce que là, il va falloir peut-être que vous pilez sur un certain orgueil, mais dites-vous que chaque petit pas que vous posez, c'est un grand pas vers votre reconstruction et votre reprise de pouvoir et reprise de confiance en soi. Ça va être tout simplement génial. Je vous dis, quand vous allez avoir réussi à passer au travers tout ça, vous allez pouvoir voir votre évolution, puis vous allez être très fiers de vous. Je peux vous le garantir. Puis, avec tout ça aussi, j'ai beaucoup lu. Mais vraiment, là, beaucoup lu. J'en ai lu des livres. Ah, c'est une chance, j'aime ça lire. Mais là, c'était vraiment quelque chose de... Pour moi, j'ai compris beaucoup de choses en lisant, justement sur les pervers narcissiques, contrôlants, manipulateurs. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié tout ce que j'ai lu. Les livres, ils m'ont aidé. Je faisais les exercices quand il y en avait, parce que oui, il y a certains exercices, il y a certains livres qui ont des exercices à faire, donc je les faisais. Ma mère, elle disait, coudonc, es-tu en train de faire un cours à l'université? Je prenais des notes dans les livres, je faisais tous les exercices qu'on me disait de faire. Je prenais ça très, très, très sérieux, là, et très, très, très personnel. Hein. Quand je lisais le livre, là, on me disait, là,
écris 10 choses que tu n'accepteras plus de cette relation-là. Hey, j'ai été chercher un papier puis un crayon, puis crois-moi que je les ai écrits, mes affaires. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. L'écriture m'a beaucoup aidé à me libérer, comme je pourrais dire. Je pourrais pas dire combien de temps que ça a pris pour comprendre que j'étais bel et bien une victime, puis de l'accepter. Mais une chose que je peux dire, c'est que ça a été long. Très long. Puis, même, c'était long, mais en faisant la lecture de mes livres, je réalisais que quand que j'ai lu un livre de Marie-France Irigoyen sur les pervers narcissiques. Et c'est là que quand elle donnait des exemples justement de pervers narcissiques, c'était quoi au juste ça? J'avais la barouette. J'ai dit, c'est ça. Il était... c'est ça, le monde tourne autour de son nombril, puis pas à peu près, là. Puis c'était vraiment ça, puis ça m'a vraiment permis de comprendre. Il y a aussi les manipulateurs parmi nous que j'ai lus, que ça m'a permis de comprendre aussi un petit peu plus. Il y a beaucoup de livres comme ça qui m'ont permis de comprendre, d'évoluer, puis d'accepter un peu plus, puis de me mettre comme face au mur, de « Hey, t'as peut-être été victime d'un gars contrôlant. » Fait que c'est ça que ça m'a permis de comprendre aussi, de lire tous ces livres-là. Comme j'ai dit au début, j'allais chercher cette aide-là pour faire taire le directeur de la protection de la jeunesse. Aujourd'hui, je sais très pertinemment que je l'ai fait surtout pour moi. Parce que tout part de soi. Aujourd'hui, je reconnais le chemin que j'ai parcouru. Je reconnais par où je suis passée. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis pas mal fière de moi. Puis, ben oui, je me lève mon chapeau pour m'être sortie de tout ça. C'est pas facile. J'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai voulu mourir. Je voulais en finir. Je me suis sentie inutile. Je sentais que j'étais inutile. Je ne voyais pas les résultats concrets des efforts que je mettais. Pour dire vrai, il m'arrive encore, 15 ans plus tard, de me sentir inutile et de trop dans la vie de certaines personnes. C'est une blessure qui dure très longtemps. Quand on est aux prises dans ce tourbillon-là qui semble infernal, on ne voit aucun issue, aucune porte de sortie, rien, nada. À la limite, là, ça peut être même étourdissant. Mais le jour où que tu vois enfin qu'il y a une lumière au bout du tunnel, tout s'ouvre devant toi. Tranquillement, mais sûrement. Je vais encore te dire mon secret. Le jour, je te le dis, que j'ai finalement lâché prise, que j'ai arrêté de mettre de l'importance sur cet être pervers, narcissique, contrôlant, manipulateur et violent, ce jour-là, je te jure, il est arrivé quelque chose. Je te raconte. T'es-tu bien assise? Je vais te raconter comment
que ça s'est déroulé. Je m'en souviens encore. Pas de farce, là. Comme si c'était hier. Je suis au centre de femmes La Colombe. Je discute avec une des participantes de cet endroit-là. Je me souviens qu'on était proche du mur, dans le salon. On avait fini de manger, puis on attendait que l'atelier de l'après-midi y commence. Puis là, je me souviens encore, je dis, je nous vois, là, je nous vois encore, là. Elle réagit à ce que je suis en train de lui raconter. Sa phrase m'a littéralement saisie. Puis je m'en souviens encore comme si c'était hier. Vous savez ce qu'on dit? Les bons mots au bon moment. Ben, c'est ça qui est arrivé. Je vous donne ce qu'elle m'a dit à l'époque, des mots qui résonnent encore dans mon oreille, plus de 15 ans plus tard. Tu sais, qu'en parlant de lui comme ça, tu lui donnes de l'importance et tu le mets sur un piédestal. Oh my God! Hey, je peux-tu te dire que j'ai tout de suite réagi? Ah, puis ça n'a pas été long, hein? Je t'y ai répondu ça, là, du tac au tac. J'y réponds. Il ne mérite pas qu'on le mette sur un piédestal. Oh que non! Je te jure qu'à partir de ce jour-là, j'ai littéralement lâché prise sur lui. J'ai arrêté aussi de lui vouloir du mal. Parce que quand on veut du mal à l'autre, on ne fait pas du mal à l'autre. On se fait du mal à soi-même. Parce que l'énergie qu'on dépense à mettre sur l'autre, c'est de l'énergie qu'on perd pour nous. Ça aussi, je l'ai compris plus tard. Puis je me suis dit que lui, il ne mérite pas que je gaspille mon énergie pour lui, là. Oh que non! Oh que non! Pour moi, ça a été la phrase qui a tout changé. Tu le mets sur un piédestal. My God! Hey, juste ces mots-là, là, tu le mets sur un piédestal. Juste ça. Hey, je vous dis, là, je me suis dit, non, lui, là, il ne mérite pas du tout, là. Hein, comme que je disais tantôt, il ne mérite pas pantoute. Voyons donc. Fait que, mais comme je disais, tu sais, des fois, là, il y a des gens qui arrivent dans nos vies puis qui nous disent des mots, des phrases qui résonnent, puis qu'on dirait que c'est le bon moment, puis que c'est là qu'il fallait qu'on l'entende. C'était ça pour elle. Je me souviens même pas l'avoir revue, cette dame-là, par après. Mais c'était peut-être parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Et c'était ça qu'elle avait à me dire. Puis croyez-moi qu'aujourd'hui, je m'en rappelle encore. Comme que je disais, j'ai appris avec le temps l'importance de mettre notre énergie à la bonne place. Sur des choses ou des personnes qui sont importantes pour nous. Très important. Très important. La première personne importante pour nous devrait être nous. Puis à partir de cette journée-là, en tout cas pas très longtemps après, je vous le jure, il a fait erreur par-dessus erreur. J'avais rien à faire. Il a tombé par lui-même.
Lâcher prise, ça a été pour moi la chose qui m'a le plus aidée dans ma vie, dans ma reconstruction, que ce soit à ce moment-là ou plus tard. Lâcher prise a été très libérateur. Lâcher prise, là, ça ne veut pas dire d'oublier. Non. C'est d'arrêter de mettre de l'importance sur une situation qui nous apporte plus de joie dans nos vies. C'est difficile à faire. Ça demande une très grande pratique, une très longue pratique, un très long travail sur nous-mêmes. Pendant ce processus de travail sur nous-mêmes, il ne faut surtout pas s'auto-saboter et se dire que nous sommes nuls et que nous n'y arriverons pas. Pourquoi? C'est important pour nous, les victimes de la violence conjugale, parce que si on se dit qu'on est nul puis qu'on n'y arrivera pas, bien là, tu remets tout le pouvoir dans les mains de ton conjoint violent. Ça, là, c'est inconscient, là. Tu t'en rends pas compte, là. C'est vraiment... Ça se fait de manière inconsciente. Tu t'en rends pas compte, tu le fais même pas volontairement, dans le fond. Plus que tu y envoies de l'énergie négative, comme que je te disais tantôt, plus que tu vas t'oublier dans tout ça. Puis non seulement tu vas t'oublier, mais tu vas y donner de l'importance. De là, mon piédestal de tantôt. Fait que là, je repose la question à toi. La victime de violence conjugale. Est-ce qu'il mérite que tu lui donnes toute cette énergie-là négative, même si elle est négative? Est-ce qu'il le mérite? Parce que en se faisant, en lui donnant cette énergie-là à lui, tu lui donnes de l'importance, tu le mets sur un piédestal. Est-ce qu'il le mérite d'être sur ce piédestal-là? Bien sûr que la réponse est non. C'est bien certain. Mais ça, c'est un long processus à faire. Fait qu'une fois que tu as compris ça, qu'il ne mérite pas d'être sur un piédestal, oublie la notion peut-être de lâcher prise si c'est trop pour toi. Mais sais-tu quoi? Commence à prendre soin de toi. Commence à faire juste des petites activités pour toi. Même si c'est juste à aller prendre un bain. Juste penser à toi. Arrêtez de penser à lui, qu'est-ce qui ferait son bonheur à lui. Parce que probablement que tu n'es plus avec rendu à maintenant. Fait que juste aller prendre un bain, ça pourrait t'aider à reprendre le pouvoir sur toi. Faut que je t'avoue que j'ai réussi et que c'est arrivé pas mal plus tard dans mon processus de reprise de mon pouvoir, de lâcher prise, de reprise de pouvoir envers moi, sur moi, que j'ai lâché prise presque totale, au complet. C'est presque arrivé. Il reste encore des petites choses encore là, à aller travailler. Mais je dois t'affirmer que j'ai 90% de ce travail-là qui est fait. Pour tout dire, je suis encore en train de suivre une thérapie. Ben oui, j'ai encore, 15 ans plus tard, une coach du deuil qui m'aide à faire le deuil, justement, de certaines situations qui se passent dans ma vie en ce moment. Parce que oui, aujourd'hui, je revis encore des petites conséquences de ce que j'ai vécu dans le passé.
je les travaille parce que il arrive. Pour ça, je disais qu'il y avait 90% des choses qui sont réglées. Parce qu'il y a des choses qui arrivent comme au jour le jour, puis ça arrive là, mais que j'ai pensé comme... Je pensais pas que je l'avais, ces petites problématiques-là, ces petites réactions-là. Mais ça arrive à cause de conséquences qui m'arrivent dans la vie. Et puis, c'est là que je réalise, ben, j'ai ça encore à travailler. Mais c'est correct. Puis, des fois, je revis des flashbacks et tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que je continue de l'avoir parce que comme je dis, j'ai des flashbacks de ce qui s'était passé. Et puis, ça veut dire qu'il y a des petites choses sur lesquelles je dois encore travailler. Mais c'est correct. C'est un travail continuel, travailler sur soi. Je savais à l'époque. Ça, je le savais vraiment, là. Tu sais, là, l'expression, là, tu craches dans les airs puis ça te revient d'en face après, là. En bon québécois, tu craches dans les airs puis l'effet boomerang, dans le fond. Hein? Fait que c'est ça. J'ai décidé de laisser la vie suivre son cours. Puis entre toi et moi, je ne l'ai jamais regretté. Vous aurez beau lire tous les livres que vous voudrez sur le lâcher-prise. Si vous n'êtes pas rendu là dans votre reprise de pouvoir, si vous n'êtes pas rendu là dans la reprise de votre vie, si vous n'êtes pas rendu là dans votre cheminement, c'est bien correct comme ça si c'est pas rendu là. C'est bien, bien, bien correct, là. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Parce que vous aurez beau lire tous les livres de lâcher-prise. Mais si vous n'êtes pas rendu là, si vous n'êtes pas prête, comme je vous dis, c'est bien correct, ça ne servira pas à grand-chose. Tous les trucs, que ce soit les meilleurs trucs au monde, ils ne fonctionneront pas. Mais si vous êtes rendu à un stade dans votre vie où est-ce que vous dites, moi, là, je suis prête, il me semble que là, j'ai assez bavé, puis il me semble que j'aimerais ça apprendre à lâcher prise, bien, il y a des... vous pouvez aller chercher des livres, il y a une trolley de livres à la bibliothèque pour ça. Vous allez pouvoir en trouver pour les fous et pour les fins, il y en a plusieurs. Et puis, vous allez pouvoir trouver celui qui vous convient le mieux. Comme que je dis souvent, il faut être prête à faire des changements, puis à reconnaître qu'on a besoin de cette aide-là. Puis, après l'aide et les outils, ils sont là pour t'aider à grandir, puis à devenir une meilleure version de toi-même, un peu plus chaque jour. C'est ce qui fait le tour de mon sujet du jour de mon podcast numéro 2. Alors, j'espère que tu as apprécié encore une fois ce que tu as écouté aujourd'hui. Et puis, je t'invite à aller chercher mon livre La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. Comme que je disais dans les épisodes précédents, 1$ du montant des ventes va aller à l'Ombrelle, un centre d'aide aux victimes de violences conjugales, lequel que j'ai été chercher mon aide. Et puis, si tu veux, ben, tu peux toujours t'abonner à mon podcast pour rien manquer. Parce que là, il va y avoir des choses qui s'en viennent, des nouveautés qui s'en viennent. Hein. Après cette saison 3, je ne vous lâche pas. On va continuer. On va aller vers autre chose. Vous allez voir, on vient de mettre des bases. Et puis là, on va aller un petit peu plus loin dans notre processus de reconstruction. Vous allez voir vers quoi qu'on s'en va. Donc, si vous ne voulez pas manquer ce qui s'en vient, si vous ne voulez pas manquer les nouveaux épisodes, nouvelles
une nouvelle saison, nouvel épisode et tout ça, parce qu'après la saison 3, il va y avoir quelque chose d'autre qui s'en vient. Je ne sais pas si on peut appeler ça une saison, mais vous allez voir. Quelque chose sur lequel que je suis en train de travailler, qui est comme une continuité de ce qui est présentement de Tout peut changer. Ça va être une genre de suite, si vous voulez. Donc, pour rien manquer de tout ça, ben, je vous invite à vous abonner à mon podcast. Et j'espère bien vous retrouver dans mon prochain épisode. Et je mets des ressources pour pouvoir vous aider à pouvoir aller chercher l'aide, comme que moi, j'ai été la chercher. Tous les endroits que j'ai parlé durant l'émission aujourd'hui, vous allez les retrouver dans mes notes d'épisode. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. J'espère très sincèrement vous retrouver à mon prochain épisode. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer